qu'après 4 ans de ce rythme haletant au rythme des tweets de Trump et de sa personnalité totalement éprise de lui-même, de son égotisme absolument maladif, il est peut-être temps d'avoir un président normal. Et c'est l'heure de la chronique hebdomadaire de notre ami Michael Blum. Michael, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, je crois que ce matin, ça s'imposait. Vous avez choisi de parler de la cérémonie d'investiture de Joe Biden hier et essayer de la commenter avec votre invité. Tout à fait. Alors, tout le monde a vu, a suivi cette cérémonie, mais peut-être pas tout le monde. Enfin, beaucoup de gens. Nous retrouvons ce matin donc André Kahn, juriste à New York, où il vit depuis 10 ans, mais aussi bon observateur, je dirais même expert en relations internationales. Et avec lui, on va essayer de comprendre où on en est aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe, quel est l'avenir du Trumpisme, et s'il y en a un, et quels seront les changements principaux pour les Américains, pour les Israéliens, avec la nouvelle ère Biden. Alors, André, Boker Tov. Boker Tov. Pour lui, il est minuit. Voilà, alors oui, Boker Tov ici. Merci déjà d'être avec nous à cette heure tardive, puisqu'il est bientôt 2 heures du matin à New York. C'est sûrement plus facile pour moi d'être réveillé que pour vous. Peut-être. Alors, la première question, évidemment, quels sont, selon vous, les principaux changements pour la démocratie américaine avec cette élection, avec l'apparition de Joe Biden à la tête du pouvoir aux États-Unis ? Bon, alors pour répondre à votre question, je pense que si elle était prise dans un contexte un peu différent, l'élection de la prise de pouvoir de Joe Biden serait un événement tout à fait anodin, puisqu'après tout, c'est un président qui s'annonce comme un président normal, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais justement, puisque les circonstances étaient tous sauf normales pendant ces 4 dernières années et encore plus pendant ces quelques dernières semaines, et depuis plus précisément l'assaut du Capitole du 6 janvier, l'avènement de Joe Biden a pris des qualités d'événement quasi providentiel. C'est-à-dire qu'on a assisté aujourd'hui à l'inauguration, enfin hier, et encore aujourd'hui à l'heure américaine, d'un président qui en soi est plutôt banal, même s'il est sans vouloir le blâmer, avant même qu'il ait commencé son mandat, mais qui a pris des allures quasi messianiques, ce qui donne une idée de l'état dans lequel est la démocratie américaine. Alors justement, la démocratie américaine était bien malmenée par ces 4 dernières années de Trumpisme, comme on a l'habitude de dire. Est-ce que vous pensez que l'assaut du Capitole, ou de manière générale, est-ce qu'on va assister à un retour de Trump ? Est-ce que Mike Pence se présentera peut-être dans 4 ans ? Mais où on en est de l'état de la démocratie américaine ? Oui, alors c'est un peu la question $1 million, comme on dirait aux États-Unis. Alors il faut dire de façon assez certaine que les événements qui se sont déroulés au Capitole ont été un électrochoc pour le Parti républicain. Le Parti républicain qui avait été une sorte de victime d'un kidnapping, une victime très consentante d'un kidnapping de la part de Donald Trump pendant ces 4 dernières années, qui avait obtempéré à peu près toutes ses directives, qui avait laissé passer, qui lui avait tout laissé passer en réalité, y compris sa première, puisqu'il y en a 2, procédure d'impeachment. Là, avec cette tentative d'insurrection et cette menace sur la sécurité physique, en réalité, des élus, et notamment des élus républicains, ça a donc, je pense, joué un rôle d'électrochoc sur l'état d'esprit des poids lourds républicains. Et l'exemple de Mitch McConnell, qui était encore jusqu'à hier le leader du Sénat, qui est aujourd'hui le minority leader, c'est-à-dire puisque les démocrates ont emporté de peu le Sénat, mais qui reste un personnage majeur dans le Parti républicain, a publiquement désavoué Trump en disant catégoriquement qu'il avait été l'instigateur de cette attaque contre le Congrès. Reste à savoir quelle sera l'attitude et peut-être, on pourrait dire, le courage des élus républicains lorsqu'il leur sera donné l'occasion de voter ou non l'impeachment du président Trump. Donc ce serait un impeachment posthume, enfin en tout cas posthume politique, mais qui pourrait avoir pour effet éventuellement de le rendre inéligible pour 2024.
Alors, une question qui nous intéresse ici, les auditeurs de Studio Calita. Selon vous, quel va être le changement par rapport à Israël de la politique américaine? Est-ce que c'est un changement dramatique? Beaucoup d'Israéliens sont inquiets. Trump a été le meilleur allié d'Israël ces 4 dernières années. Mais on a vu tout de suite Netanyahou hier soir, peu de temps après l'investiture, même pendant la cérémonie, envoyant une vidéo rappelant l'amitié datant de plusieurs décennies entre le nouveau président et lui. Et on n'a pas l'impression finalement que Biden va devenir un ennemi d'Israël. Alors comment vous voyez ça en tant que spécialiste du sujet, André? Spécialiste, je ne sais pas. En tout cas, oui, je pense qu'on a tenté, en tout cas dans certains milieux, peut-être en Israël, peut-être aussi dans une certaine frange du judaïsme orthodoxe ou ultra-orthodoxe aux États-Unis, de présenter Biden comme une espèce d'ennemi d'Israël, forcené, qui, à peine élu, reviendrait sur le transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, alors qu'il a déjà dit, déjà en tant que candidat, qu'il ne le ferait pas, qu'il en prenait acte. Et de le diaboliser, de le présenter comme un danger pour Israël. Ceci dit, je pense que Netanyahou, qui est un animal politique bien rodé, a tout à fait raison de rappeler que Biden est un vieil ami d'Israël. Maintenant, il y aura évidemment des changements. On ne passera peut-être pas tout à Israël. Les États-Unis reprendront peut-être leur rôle de balancier, d'arbitre, en quelque sorte, entre Israël et les Palestiniens. Ceci dit, je ne pense pas, très franchement, que le dossier palestinien soit une priorité absolue dans les prochaines semaines ou même dans les prochaines années. Les États-Unis ont déjà fort à faire sur le plan national. Là où il pourrait y avoir des accords, et même des accords profonds, ce serait sur la politique iranienne de l'administration Biden. Et là, pour le coup, on dirait, quand on regarde les différentes nominations à des postes parfois très importants et même éminents du cabinet de l'administration Biden, qu'on voit revenir des vétérans des négociations avec l'Iran. Donc il y a très clairement une volonté de renouer le dialogue avec l'Iran, ce qui ne signifie pas nécessairement pour autant que Biden serait prêt à revenir à l'accord tel quel, comme il y a 4 ans. Alors, je voudrais vous poser moi une question sur Joe Biden. Vous l'avez dit vous-même, c'est un président normal, bien entendu, après Donald Trump. Et Oui. vous avez même utilisé le terme de banal concernant sa cérémonie d'investiture. Banal, normal. Vous savez, en France, on rappelle qu'il y avait un président normal, il s'appelait François Hollande, et il n'a pas particulièrement bien réussi. Est-ce que finalement, pour diriger un pays comme les États-Unis, bien, il faut être plutôt pas tout à fait normal, c'est-à-dire avoir un caractère assez hors du commun, peut-être comme l'avait Donald Trump, et que d'une certaine manière, Joe Biden, c'est un gars bien, un type bien, mais peut-être pas celui qui est capable de restaurer en fait la nation américaine après les épreuves de ces dernières années. Écoutez, je pense que vous avez tout à fait raison. Il faut être un peu anormal. Et d'ailleurs, je pense que c'est la normalité extrême d'Obama qui lui a joué des tours, qui lui a finalement ses capacités analytiques extrêmement précises et son incapacité en réalité à prendre des décisions fortes sans tenir compte des conséquences, un exercice dans lequel Trump était maître, qui lui a effectivement porté préjudice. Et puis on pourrait penser à d'autres présidents comme Ronald Reagan, qui était effectivement quelqu'un de charismatique et même d'un peu atypique. Ceci dit, quand je parlais de la banalité de Biden, ce n'était pas pour le désavouer avant même qu'il ait commencé son mandat. Bien entendu, c'est quelqu'un qui a une très longue carrière politique et qui n'a jamais été totalement brillante. C'était sa 3e tentative à la candidature présidentielle. La première était il y a une bonne vingtaine d'années, si ce n'est pas 30 ans. Donc effectivement, si c'était un esprit brillant et hors du commun, ça fait longtemps qu'on s'en serait rendu compte. Ceci dit, peut-être bien qu'après 4 ans de ce rythme haletant au rythme des tweets de Trump et de sa personnalité totalement éprise de lui-même, de son maladive, de son égotisme absolument maladif, il est peut-être temps d'avoir un président normal. Et ceci dit, tout le monde se dit ici que ce sera un président qui ne fera très probablement qu'un seul mandat. Donc il est peut-être l'homme du moment, je ne dirais pas l'homme providentiel, mais en tout cas l'homme du moment pour essayer de donner un petit peu d'unité à un pays qui est quand même très fissuré et à le faire repartir sur de bonnes bases, en laissant pendant ce temps les partis à la fois démocrates et républicains se reformer et essayer pour l'un de reconquérir le pouvoir et pour l'autre de le conserver.
Alors André, une question aussi qui me taraude. On a vu un certain nombre, une frange peut-être, vous allez me dire dans quelle mesure elle est importante ou pas, de juifs américains soutenir Trump envers et contre tout, pas seulement à cause du soutien de Trump à Israël, mais un certain nombre de juifs républicains de manière radicale. Mais quelle est réellement la situation de la communauté juive américaine face aux démocrates et républicains aujourd'hui? Alors d'abord, je crois que ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de communauté juive américaine. Parce que si cette élection a montré quelque chose, c'est qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire vous avez un vote juif qui était à 70% et peut-être même plus démocrate, qui s'est encore plus qui est encore plus tranché côté démocrate qu'il l'était auparavant. Mais effectivement, vous avez raison, Michael, de le souligner. Il y avait une certaine frange de la population juive orthodoxe et même ultra-orthodoxe américaine qui est devenue qui était absolument partisane de Trump et qui le voyait comme l'homme providentiel. Alors, je pense que les événements du 6 janvier, encore une fois, ont été quelque part salutaires, enfin en tout cas pour ceux qui déploreraient cette situation, pour la grande et même peut-être la très grande majorité des juifs orthodoxes qui, malgré leur amour pour Israël et malgré la reconnaissance d'une certaine tolérance et même d'une certaine indulgence de Trump pour beaucoup de choses, ont à ce moment-là, je pense, tourné kazakh. C'est-à-dire à partir du moment où il se retrouvait dans le même camp que des néo-nazis et des nationalistes blancs qui sont eux-mêmes pas particulièrement amis du peuple juif, je pense que ça a été un événement, un moment assez galvanisateur pour eux. Ceci dit, il y a toujours des exceptions. Et puis, une photo qui a fait le tour du pays et peut-être le tour du monde, c'était celle du fils d'un juif, d'un juge juif de Brooklyn, qui était parmi les manifestants les plus farouches aux événements du Capitole, qui a d'ailleurs été arrêté depuis pour le FBI. Donc bien sûr, il y aura toujours des jusqu'au-boutistes, y compris jusque dans la population juive orthodoxe, mais je pense qu'il y a un certain désamour et peut-être un désaveu de Trump aujourd'hui. Alors, on parle beaucoup de la politique extérieure américaine. Dans quelle mesure vous sentez les effets de ces 4 années Trump? Aujourd'hui, la situation sanitaire, les 400 000 morts aux États-Unis du coronavirus. Quel espoir aujourd'hui l'Amérique porte en Biden pour mettre fin à cette crise sanitaire et à la crise économique? Écoutez, les espoirs sont immenses. Les capacités de réponse concrète sont peut-être moins immenses. Ceci dit, ce qui a été peut-être ce qui a porté le plus d'atteinte à la capacité de réaction des États-Unis à la pandémie, ce qui a donné cette situation effarante de la première puissance du monde qui paraît exsangue face à cette pandémie, ça a été l'absence en réalité de réponse fédérale. C'est-à-dire que le président Trump a dit très tôt, au début de la pandémie, qu'il laissait aux gouverneurs le soin de gérer leur stock de matériel médical et de ventilateurs, etc. Tout en, bien entendu, ne se privant pas de les critiquer vertement sur Twitter quand ils trouvaient qu'ils prenaient des mesures trop strictes de distanciation ou de fermeture de certains commerces. Alors, je pense qu'en faisant un cheval de bataille et même la priorité absolue de son administration, en tout cas des premiers mois de son administration, Biden peut faire une différence. Je ne pense pas que les taux de contamination vont baisser du jour au lendemain. Maintenant, là où on place tous les espoirs, c'est bien entendu dans la campagne de vaccination. Et là, il faut quand même rendre un peu justice à Trump. Et d'ailleurs, Biden l'a fait il y a quelques semaines. L'opération dite Warp Speed, c'est-à-dire de mise en place des plans de vaccination et de distribution des vaccins dans le pays, a été assez bien a démarré assez rapidement. Je sais qu'Israël est un exemple mondial, fait l'envie du monde entier, en particulier de la France en la matière. Les États-Unis ne s'en sont pas trop mal sortis pour l'instant. Le problème, c'est que les contaminations continuent de plus belle et accélèrent à mesure que les gens se font vacciner. Donc, il va falloir effectivement que l'administration Biden puisse agir dans ce sens. Mais il y a, étant donné que c'est un État fédéral, des limites assez importantes, en vérité,
à l'ampleur et à l'efficacité concrète des mesures que peut prendre un président, quel qu'il soit. Merci beaucoup, André, pour ces éclaircissements. Et alors, on vous souhaite bonne nuit et bonne chance pour les 4 prochaines années avec le nouveau président. Merci, Michael. Merci de votre invitation. Voilà, il est 8h55 sur Studio Calita. Merci beaucoup, Michael Blum, d'avoir interrogé donc André Kahn, juriste à New York. Nous sommes quasiment à la fin de cette heure d'actualité. Dans quelques instants, la chronique quotidienne d'Eliana Gurfinkel, Un jour notre histoire, qui sera consacrée à Eve Arnold, une célèbre photographe juive. Et tout de suite après, eh bien, vous retrouverez la matinale d'Olivier Granilic ce matin après le journal de Radio J sur Studio Calita. Bonne journée, à bientôt.